Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre d'Anaïs Voigilis, docteur en géographie de l'industrie française de géopolitique et directrice au sein du cabinet June Partners. Auteur du livre Vers la Renaissance industrielle, publié en 2020, ses idées tranchées et son expertise reconnue sur la question de la réindustrialisation de la France font d'Anaïs une voix qui compte de plus en plus dans le débat public français. Anaïs nous fait le plaisir de revenir avec nous sur son parcours et partager ses diagnostics sur l'industrie française et surtout ses idées pour aller vers une vraie réindustrialisation de notre pays. Un témoignage fort qui nous fait énormément plaisir de vous partager. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anaïs Voigilis. Anaïs, je t'ai découvert récemment via des articles et notamment une vidéo sur Thinkerview, donc sur YouTube, qui est une chaîne assez connue maintenant, où tu partageais tes analyses et ton opinion sur l'état de l'industrie en France. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité à participer à ce podcast, invitation que tu as gentiment acceptée. Donc, Anaïs, je te remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci pour l'accueil déjà. Et Anaïs, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'industrie ? Alors, moi, j'ai une double casquette. Je suis chercheuse associée dans un laboratoire qui s'appelle le CEREG, qui est situé à l'IAE de Poitiers, que j'ai rejoint très récemment. Et en parallèle, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle June Partners, où j'accompagne des entreprises dans leurs projets de transformation, en général plutôt des entreprises industrielles. Et en fait, je suis dans un cabinet de conseil parce que c'est eux qui ont financé ma thèse en contrat CIFRE. Donc, ma thèse portait sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France. Et j'ai voulu travailler sur l'industrie parce que, en fait, j'ai fait un master 1, un master 2 recherche sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Et j'avais pas envie de continuer sur ces sujets parce que c'était sur la montée des nationalismes en Europe. Et je trouvais que, j'avais un peu pas fait le tour du sujet, mais les sujets que j'avais envie de creuser n'étaient pas forcément ceux qui intéressaient le plus. Que derrière, je savais que je voulais pas forcément avoir une carrière académique au sens classique, c'est-à-dire que je voulais pas être forcément maître de conférence. Et donc, pour me laisser le champ des possibles, avoir un sujet comme ça, le sujet des nationalismes m'aurait enfermé forcément dans une carrière académique. Alors, il me fallait un sujet plus ouvert. Et puis, c'était aussi un moment où on commençait à reparler d'industrie, parce qu'il y avait eu le rapport Louis Gallois, il y avait le ministère du redressement productif. Et moi, je me disais, mais en fait, on parle beaucoup d'industrie, on pointe toujours un peu les mêmes choses, la compétitivité et autres, mais je voudrais comprendre pourquoi on s'est désindustrialisé, comment ça se fait que le pays est dans une situation aussi critique d'un point de vue industriel, parce qu'on est quand même l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a une vision qui reste quand même négative de l'industrie et comment on pourrait revenir là-dessus ? Est-ce que là-dessus, tu peux repartager les chiffres justement pour que ça soit assez parlant pour les gens qui nous écoutent, si on se compare par rapport aux pays d'Europe justement ? Alors, si on se compare, alors déjà, il faut savoir que dans les chiffres sur l'industrie, il y a deux bases de données qu'on peut regarder. On peut regarder les chiffres de l'OCDE et les chiffres de la Banque mondiale. Et si on regarde les deux bases de données, on n'a pas forcément le même poids de l'industrie dans le PIB, parce qu'il y en a un qui prend les industries minières, je crois, dans le total, et pas l'autre. Donc, la Banque mondiale, elle doit dire que l'industrie, c'est 16% du PIB, quand l'OCDE dit que c'est 11%. Et si on regarde l'Allemagne, par exemple, sur la base OCDE, l'industrie, c'est plus de 20% du PIB. Alors, il y a des pays légèrement un peu plus désindustrialisés que nous, comme le Royaume-Uni. Il y a des pays qui n'ont pas une histoire industrielle aussi forte que la nôtre. Donc, on trouvera toujours des pays avec une industrie plus faible dans le PIB, mais il faut le regarder au regard de l'histoire et de la trajectoire de l'industrie de ces pays. Enfin, c'est tout ce constat qui m'a donné envie de faire une thèse là-dessus, et plutôt orientée vers des solutions. C'est-à-dire pas juste dire le constat, mais essayer de dessiner des grands chemins pour comment on pourrait le faire. J'ai voulu plutôt le faire en contrastif, ce qui me permettait d'avoir un accès un peu différent au terrain. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on fait des entretiens avec les gens, ils ont toujours leur point de vue. Ils ont toujours tendance à repousser un peu la faute sur les autres et pas à se questionner sur leurs propres erreurs. Et on voit pas les choses exactement, je pense, du même prisme. Et le contrastif, ça m'a aussi permis de faire des missions de conseil avec des industriels. Et donc, d'avoir une vision beaucoup plus complète, d'avoir des opinions différentes, d'avoir souvent accès aussi, par exemple, au compte de résultats des entreprises, des choses comme ça. Et on se rend compte que l'explication qu'on nous donne de prime abord, quand on creuse,
elle est souvent beaucoup plus complexe que ça, que finalement, c'est toujours dur de se remettre en cause et de considérer ses propres errements, et c'est toujours plus facile de renvoyer la faute sur l'acteur public, sur la puissance publique pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent parler des sujets de compétitivité prix, ce qui veut pas dire que c'est faux, mais je pense que la désindustrialisation, c'est beaucoup plus complexe que seule l'histoire des coûts en France. Justement, par rapport à ça, j'ai une petite question aussi par rapport à toi. C'est est-ce que tu découvrais totalement l'industrie ou est-ce que dans ton parcours familial ou est-ce que tu avais des gens qui travaillaient dans l'industrie? Donc, est-ce que tu avais déjà une certaine, entre guillemets, culture de ce que c'était l'industrie? Et pour revenir à ce que tu venais juste de dire, moi, mon point de vue personnel, c'est évidemment, et la compétitivité, c'est important, mais il y a aussi les choix qui ont été faits. Moi, j'ai été marqué il y a quelques années quand j'ai essayé de comprendre l'histoire d'Alcatel avec Serge Tchourouk, avec son fameux concept d'entreprise sans usine. Est-ce que tu ne penses pas que au-delà de la compétitivité des prix, c'est aussi ce discours-là, je crois que c'est à la fin des années 80-90, qui a été un élément déclencheur de tout ce qui a engendré la désindustrialisation? Alors, pour répondre à la première question, j'avais des membres de ma famille qui ont pu travailler dans l'industrie. Donc, j'avais un peu une vision, finalement, notamment mon parrain qui était industriel. Donc, mon enfance a été assez marquée par toutes les difficultés que lui a traversées quand son entreprise allait bien, quand son entreprise allait moins bien. Notamment, il produisait des choses à base d'aluminium, donc il y avait tous les week-ends où quand il rentrait les barrettes d'aluminium où il y avait des tentatives de cambriolage, donc il était réveillé à 5 heures du matin pour retourner sur son usine avec la sécurité qui appelait. Donc c'était un truc un peu mais après je connaissais pas l'industrie tant que ça, mais j'ai tout de suite accroché avec ce milieu, avec les gens qui y travaillent, notamment parce que j'ai à la fois eu des dossiers j'ai rencontré des dossiers assez durs où il faut vraiment creuser pour trouver des solutions et essayer de sauver l'emploi. J'ai rencontré des gens en fait dans toutes les strates de l'entreprise et avec tous des parcours toujours étonnants, mais toujours une envie de faire et un attachement à leur métier. Donc ça m'a vraiment donné envie de continuer à travailler avec ces gens-là. Et après, sur le deuxième sujet, je pense, et je le disais pas de manière aussi franche avant, mais la France, c'est un pays qui a abandonné son industrie. À un moment, il y a eu tout le discours fin des années 90, en effet, de Serge Tchourouk qui parlait de l'entreprise sans usine, en fait, avec l'idée qu'on pouvait se concentrer sur les étapes amont et aval de la production, en se disant que finalement la valeur, elle se créait là et qu'on n'avait plus besoin de savoir-faire. Donc on a aussi dénigré tout ce qui allait avec le fait de faire. C'est à la fois les métiers manuels qui sont revenus en grâce plus rapidement que les métiers industriels, qui souffrent encore d'une image très négative, mais c'était aussi le fait d'avoir la capacité productive sur son territoire. C'était vu comme quelque chose finalement non créateur de valeur et dont on pouvait se passer, que c'était aussi l'idée que il y avait pas forcément de lien entre les lieux de production et les lieux d'innovation, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les grandes puissances industrielles elles sont capables de garder ce lien. Et puis il y avait aussi une forme de, je sais pas si c'est de la naïveté ou de la condescendance, mais se dire qu'il y avait des pays qui se contenteraient de produire ce qu'on n'a plus envie de faire et sans penser que ces pays pouvaient avoir une ambition industrielle et sans penser qu'ils pouvaient avoir aussi une ambition d'aller se développer sur les biens d'autres technologies, qu'ils avaient envie de eux-mêmes créer leur propre destin industriel. Et donc tout ça mis bout à bout, en parlant aussi des choix, certains choix stratégiques des entreprises qui ont été des échecs, du fait qu'on est rentré dans l'Union européenne et que au final notre tissu force productif s'y est pas forcément adapté. Il y a eu aussi notre positionnement en fait en tant que tel. Si on regarde ce que font nous, on est capable d'exporter beaucoup de biens de haute technologie. En fait, l'aéronautique tire beaucoup notre tissu productif. Et sinon, on a des positionnements sur plutôt des biens de basse et moyenne technologie qui se retrouvent du coup en concurrence prix très frontale avec le reste du monde. Et on n'a pas su se positionner autrement. On n'a pas su non plus prendre des places de leader dans des secteurs comme la machine-outil. Ce qui fait une des forces de l'industrie autant allemande qu'italienne, c'est justement qu'ils ont cette spécialisation dans la machine-outil. C'est aussi le fait que notre stratégie, c'était beaucoup d'être focalisé sur les grands groupes, nos champions nationaux, mais nos champions nationaux qui sont aussi des champions des délocalisations finalement, et qui sont aussi assez prédateurs de leur écosystème, qui n'ont pas forcément participé au développement de notre tissu industriel. Donc en fait, tout ça mis bout à bout fait que on est dans la situation dans laquelle on est, et que réindustrialiser, ça va quand même être quelque chose d'assez complexe, parce que contrairement à ce que certains aimeraient dire, chez les politiques, on ne revient pas sur 40 ans de désindustrialisation juste à la faveur d'une crise. Ça nous oblige beaucoup à nous re-questionner sur qui on est, ce qu'on veut construire collectivement, sur notre projet de société, sur faire revenir des usines sur le territoire. Finalement, c'est
peut-être pas le plus compliqué. C'est refaire une industrie pérenne sur notre territoire qui va être beaucoup plus compliqué. Et ça passe aussi par un jeu collectif, parce que pour que l'industrie française perdure, il faut qu'il y ait une demande pour les produits français. Et ça se décrète pas avec de l'argent public. Ça se décrète avec une ambition. Enfin, décréter, pas le bon mot d'ailleurs. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que les gens aient envie d'acheter français et qu'ils aient le réflexe de se dire je vais payer un peu plus cher pour avoir des produits localement, c'est ça. Et in fine, c'est plus compliqué. C'est beau dans la théorie, mais dans la pratique, ça reste compliqué à mettre en place, que les gens font attention au prix des produits qu'ils achètent. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on voit toujours au prix. C'est vrai que produire en France, dans un certain nombre de cas, c'est plus cher. Maintenant, avec l'automatisation, si on repense complètement son produit, etc., le différentiel de prix est pas aussi important. Et après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, je prends l'exemple du textile, parce qu'en fait, c'est, je pense, celui qui parle le plus à tout le monde. Quand je prends le textile, c'est sûr que si je dis je veux faire de la fast fashion et des t-shirts à 5 €, jamais j'arriverai à le faire en France. Même si on voit, là, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle 3D Tex, qui arrivent à faire des trucs extraordinaires en impression 3D. Ils font des pulls en impression 3D, ils sont sur des prix ultra compétitifs. Mais globalement, on sera jamais compétitif sur de la fast fashion. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la fast fashion, elle a un avenir quand on parle de réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut pas avoir complètement nos habitudes de consommation? Et donc, réfléchir plutôt en coût d'usage qu'en coût d'achat, et de se dire que quelque chose de français coûte peut-être plus cher à l'usage, mais sur le temps long, dure plus longtemps, et que par ailleurs, ça dépend aussi des marques qu'on regarde. Si je regarde le prix d'un jean à 1083 aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus cher que des prix de très grandes marques qui fabriquent, enfin des grandes marques qui sont marques connues, qui sont plutôt dans du moyen de gamme ou de gamme, et qui fabriquent en Asie. Et là, ça questionne aussi le modèle économique des entreprises, la question des marges et un certain nombre de choses. Donc, c'est des questions beaucoup plus douloureuses. Mais aujourd'hui, je peux citer beaucoup de marques qui sont finalement assez grand public et qui sont sur des prix au moins ceux du Made in France, voire plus cher, mais qui ne produisent pas en France et qui ne produisent parfois même pas en Europe. Alors après, il y a des questions aussi de connaissance de l'offre, de savoir-faire. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Mais la question du prix, ça dépend toujours de la manière dont on le prend. Et puis après, c'est faire évoluer nos usages. Et puis on dit pas non plus, moi je dis pas aux gens consommer à 100% français, parce que c'est pas forcément non plus le sens de l'histoire, qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est si déjà chacun fait un effort pour faire évoluer un peu ses modes de consommation, c'est déjà un premier pas vers une transformation des choses. C'est la même chose pour les entreprises. Si demain, toutes les entreprises augmentent de 5% leur part d'approvisionnement en France, alors il y en a qui essayent de s'approvisionner le plus en France, de fait, ça va favoriser la reconstruction d'écosystèmes production France. On a plein de gens qui savent faire plein de choses, plein de TPE, PME merveilleuses, sauf que leur difficulté, c'est qu'elles savent pas traiter la masse. Leur volume de commandes fait qu'aujourd'hui, elles sont pas dimensionnées pour traiter la masse, mais si demain, on augmente leur carnet de commandes, alors elles pourront aussi investir pour ça. Donc en fait, c'est recréer un cercle vertueux et ça prend forcément du temps, mais ça sous-entend que on essaye d'acheter des produits français quand on peut. Et puis après, il y a aussi la question des produits qu'on offre de manière générale, la qualité des produits, les questions de réactivité et plein d'autres choses, et la capacité de continuer à innover. Mais si on ne relance pas la machine, finalement, tout le monde va arrêter petit à petit d'innover. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il faut, là on est dans le truc le plus dur, c'est de réenclencher la machine et de tenir l'effort, parce que ça se fait sur un temps long et que c'est pas juste des discours politiques dans le cadre d'une présidentielle, ça doit être beaucoup plus intense. Justement, oui, on sort du domaine politique. Toi, de ce que tu vois, est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement qui a été amorcé au niveau des industriels? Je parle surtout notamment des grands, parce que tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que la spécificité de la France, c'est d'avoir quand même beaucoup de grands groupes. Des grands groupes, comme tu disais, qui souvent ont une tendance à délocaliser beaucoup de leurs usines à l'étranger, ce qui est, quand tu compares avec d'autres pays, ce qui est une stratégie assez différente de beaucoup d'industriels, que ce soit allemands, américains ou autres, qui eux ont tendance quand même au maximum à garder leur usine dans leur pays. Est-ce que tu sens qu'au niveau des grandes entreprises, il y a eu un changement de mentalité là-dessus, en se disant, bon, on va quand même faire l'effort de regarder si on peut maintenir nos sites en France, voire en ramener de nouveaux, et aussi la relation des grands groupes avec ces fameuses PME ou TPE dont tu parlais, qui souvent font partie de leur supply chain et qui ont, pendant beaucoup d'années, été malmenés par les services achats de ces grands groupes, qui avaient tendance à leur dire qu'ils étaient trop chers par rapport à un fournisseur turc ou chinois ou un autre pays à bas coût. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement de mentalité? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même, ça part de là, quoi. Ça part du privé et des décideurs qui se disent, on va quand même faire l'effort à notre niveau, de remettre des usines et des compétences en France. Je pense qu'on a une structure du capital des entreprises françaises, contrairement aux entreprises allemandes notamment,
En fait, qui fait que on a beaucoup de grandes entreprises qui sont un peu déterritorialisées aujourd'hui, pour qui le rapport au territoire n'est pas le même que quand on est une PME, ETI, très ancrée localement. On a vraiment conscience, le dirigeant a conscience de son rôle. Et malheureusement, je suis pas convaincue qu'il y ait le changement culturel qui devrait se produire se soit produit, que ce soit dans les politiques d'achat, même si je pense que ça va peut-être venir à travers la question des achats responsables et la question environnementale. De fait, normalement, les produits français, à la fois par les normes qu'on a, par notre mix énergétique, devraient plutôt être privilégiés, mais ça va être timide. Et puis, on est en train de vivre quelque chose dans le domaine de l'automobile avec les fonderies qui questionnent sur la solidarité des grands groupes à l'égard de leurs sous-traitants. Il y a un tournant à prendre. Il est évident dans le domaine de l'automobile pour aller plus vers le véhicule électrique, mais on se rend compte que finalement l'accompagnement de ces sous-traitants est très très faible. À la fois on anticipe reconvertir ou on réfléchit aux nouveaux modes de mobilité, parce que autant l'automobile est quelque chose qui s'érode en France, autant on a d'autres secteurs dans les mobilités qui ont plutôt tendance à se renforcer. Quand on regarde le vélo ou tout ce qui est scooter, on est plutôt sur une augmentation des ventes. Le problème, c'est que ça reste encore beaucoup des activités sur le territoire français qui sont des activités d'assemblage. C'est-à-dire, on fait venir des pièces du monde entier et puis on les assemble en France. Donc, on a des véhicules made in France. Ça, c'est d'ailleurs permis grâce à une mesure de la Commission européenne et un suivi assez intelligent autour du dumping pratiqué par les pays d'Asie. Mais on pourrait se dire peut-être que une des choses clés pour améliorer notre balance commerciale, c'est qu'on ne fait pas que les vélos en France. On essaye aussi de faire les principales pièces sur le territoire français. Et là, peut-être que ces industriels qui sont touchés par la conversion du véhicule thermique vers le véhicule électrique auraient un rôle à jouer. Mais ça demande une anticipation. Alors c'est soit une planification qui est poussée par l'État, mais c'est aussi peut-être une planification à penser à travers les filières. Sauf qu'aujourd'hui, les filières, elles sont pensées, on a l'aéronautique, l'automobile et bien d'autres. On a des filières produits comme celle-là. Après, on a des filières matières. Si bien que quand vous êtes une fonderie, votre client c'est l'automobile, mais votre filière c'en est peut-être une autre. Donc ça oblige aussi à repenser comment on appréhende ces chaînes de valeur et comment est-ce qu'on arrive à préserver nos savoir-faire industriels clés et à les aider à se repositionner vers des secteurs dits d'avenir. Ça demande beaucoup de capacité que les donneurs d'ordre aient conscience de leur responsabilité à l'égard du territoire national et de leurs sous-traitants. 2, c'est une capacité à communiquer entre des entreprises qui ne viennent pas forcément du même secteur, mais qui ont finalement des métiers communs. Parce que quand on regarde l'histoire de l'automobile et de l'aéronautique, des sous-traitants d'automobile, on se rend compte qu'après la grande crise de l'automobile là, dans les années 2008, il y a beaucoup de sous-traitants qui se sont reconvertis vers l'aéronautique, donc qui ont investi pour pouvoir répondre aux besoins de l'aéronautique, qui ont passé les certifications nécessaires, puisque les certifications dans l'aéronautique ne sont pas celles de l'automobile, puisque les contraintes, on va dire, et les risques sont pas exactement les mêmes. Et pourtant, c'est deux choses différentes et c'est des mêmes savoir-faire et parfois des pièces similaires. Donc ça montre bien que il n'y a pas de savoir-faire. Il y a des gens qui ont tendance à dire c'est la vieille industrie, c'est has-been. Non, c'est pas has-been. C'est peut-être que les choses dans lesquelles ils opèrent, les produits qu'ils font, on en a peut-être plus besoin, mais on a besoin de leur savoir-faire pour faire autre chose et on a besoin d'eux pour opérer la réindustrialisation. Et en détruisant ça, eh bien, on opère quand même notre capacité à nous réindustrialiser. C'est pour ça on a un discours ultra euphorique là depuis quelques semaines sur on arrive à relocaliser, c'est génial. On arrive à relocaliser, mais on laisse aussi, je vais le dire peut-être de manière un peu cash, mais on laisse aussi crever des gens. Et à travers les entreprises, c'est des gens, c'est des salariés, c'est des familles, c'est des territoires. Parce que souvent l'industrie, elle se positionne aussi dans des territoires qui sont peut-être plus fragiles. Et si on veut être fier de notre industrie, c'est arriver à se dire qu'on laisse personne sur le bord de la route. Moi, c'est un discours qui me parle beaucoup. Je suis totalement convaincu par ce que tu dis. Quand tu parlais, tu parlais de secteurs d'avenir. Pour toi, en France, si on doit dégager un top 3 ou top 4 des industries où on a vraiment une carte à jouer pour développer peut-être de nouvelles filières ou organiser des filières existantes, ça serait quoi en termes d'industrie, tu penses ? Alors c'est toujours la question la plus difficile en fait. Il y a le domaine de la santé. Alors dans le domaine de la santé, ça met beaucoup de choses, mais il y a tout ce qui va être médicaments, biomédicaments, medtech, dont on parle finalement encore assez peu. Mais le domaine de la santé, dans quelque chose d'assez global, qui intègre aussi du coup la chimie et d'autres choses. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être lié, à mon avis, aux mobilités. Et quand je dis bien mobilité, parce que en fait, on parle beaucoup d'automobile ou ça, mais il y a plein de choses sur lesquelles je pense, au-delà d'automobile, on peut tirer notre carte parce qu'on a des startups ou des PME qui se développent et qui essayent d'être à la pointe et qui peinent parfois à se retrouver dans le discours public, mais c'est réfléchir quelles vont être les mobilités de demain dans le transport maritime. Est-ce que c'est avec de l'hydrogène? Est-ce que c'est avec des modèles hybrides? C'est aussi l'aéronautique, parce que l'aéronautique,
ça reste notre industrie cœur. Donc tout l'enjeu, c'est de comment. Alors je sais qu'il y a des gros débats sur l'aéronautique. Est-ce qu'il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut soutenir l'aéronautique dans le contexte au regard du changement climatique? Je pense qu'il faut justement accompagner les industriels dans la recherche d'autres moyens de se déplacer, pas que focuser sur les débats sur la mobilité à travers l'hydrogène. Il y a des réflexions sûrement à avoir sur les biocarburants, sur plein d'autres choses. Il y a tout ce qui va être mobilité légère, qui à mon avis va reprendre de la place dans le débat. Il y a les mobilités collectives, le train, le fret aussi, dont il faut se poser la question, parce que plus on réindustrialise, plus potentiellement on va avoir de camions sur le territoire. Donc comment est-ce qu'on peut faire redensifier le fret? Et en fait, ça oblige plutôt à raisonner en termes de solutions. Finalement, quelles sont les 3 ou 4 grandes réponses qu'on va apporter? Donc comment on bouge soi et comment on bouge collectivement et comment on bouge nos produits, les produits dont on a besoin, comment on se soigne. Et donc ça montre en fait, quand on réfléchit comme ça, que c'est pas juste des filières finalement partir du donneur d'ordre et prendre toute la chaîne de valeur, c'est voir comment est-ce que on peut créer de la diversité, c'est-à-dire pas avoir des gens qui sont monosecteurs et qui apportent des réponses à différents sujets qui sont la réponse à un même problème. La mobilité, par exemple, la mobilité qui soit, j'aime pas le mot vert, mais qui soit durable. Et donc, pour toi, quelle doit être la répartition des rôles entre la force publique et le privé là-dessus? Est-ce que c'est l'État qui doit être moteur et qui doit, grâce à des subventions ou à des plans divers et variés, encourager les industriels à aller dans telle ou telle direction, ou c'est aux industriels entre guillemets, à se prendre en main et à être proactifs et à proposer des solutions en n'attendant pas que l'État décide? C'est toujours une question de l'œuf ou de la poule. Après, il y a plein de théories économiques sur le sujet, mais bon, je m'excuserai, moi je suis géographe, donc je peux me permettre de pas toujours me référer aux théories économiques. Les industriels, ils ont un rôle clé dans la capacité à innover, à inventer des nouvelles solutions. Et parfois, en fait, l'État, il a une côté assez lourd, et donc il n'a pas la capacité à faire un peu à la fois, en fait, l'État, il fonctionne pas selon une méthode agile. C'est un peu parfois une décision par an, et puis voilà, une difficulté à être agile dans les prises de décision. Mais en même temps, c'est aussi lui qui peut fixer le cap. C'est-à-dire qu'il peut décider d'aller soutenir certains secteurs qu'il estime clés pour l'avenir du pays, sur lesquels il n'y aura pas forcément de soutien privé. Donc après, ça pose la question de la répartition de la valeur, c'est-à-dire que quand l'État participe très fortement à soutenir des politiques d'innovation, il serait normal qu'il y ait une retombée économique pour l'État. Parce qu'on est un peu dans une logique de privatisation des bénéfices et socialisation des pertes. Or, si on veut que ça soit vertueux, il faut aussi que l'État, à un moment où la puissance publique récupère le fruit de son innovation. Alors ça, il y a une économiste dont j'ai momentanément oublié le nom, l'économiste américaine qui parle de l'État entrepreneur. Donc on peut critiquer un certain nombre de choses, mais dans ce qu'elle dit, mais elle montre quand même qu'il y a beaucoup d'innovations dont on sert aujourd'hui qui ont d'abord été financées par l'État américain. Il y a bien ce rôle de l'État, mais il faut pas que ce soit un rôle. L'État ne peut pas tout écrire, c'est-à-dire il doit donner les grands caps, il doit anticiper certaines mutations et les accompagner. Et parfois jouer un peu un rôle de contrainte. Il peut aussi soutenir la demande quand il veut. Il peut aussi conduire une politique de l'offre qui doit être faite à bon escient. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'automobile, on parle beaucoup de politique de l'offre. C'est-à-dire, on a fait énormément de choses à travers les primes à la casse, pour renouveler le parc automobile français, mais on peut se poser des questions sur l'apport réel pour le tissu productif national quand on sait que finalement il y a assez peu de constructeurs français qui ont des usines. Enfin, de manière globale, il y a assez peu de constructeurs qui ont des usines sur leur territoire français. Donc c'est soutenir cette politique de la demande. Est-ce qu'elle est vraiment efficace en termes d'emploi industriel et de création de valeur ajoutée industrielle sur le territoire? Je suis pas convaincue. Et là-dedans, ça veut pas dire soutenir en priorité les constructeurs français, parce qu'on se rend compte que finalement, un des constructeurs qui est très compétitif sur le territoire national, c'est Toyota, avec une usine à Valenciennes. Et donc, il y a une idée, c'est l'État ne peut pas tout, mais l'État a quand même un rôle, une capacité de réguler, une capacité de prendre des risques et une capacité aussi parfois d'assumer le temps long que ne veulent pas prendre les industriels. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les acteurs privés. Aujourd'hui, quand on voit les sommes qui sont parfois mises sur la table pour attirer des entreprises sur un territoire ou un autre, on se dit, mais il y a une déresponsabilisation de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment à la puissance publique d'aller financer parfois des sujets de désamiantage de sites? Est-ce que c'est pas à l'industriel qui a quitté le site de payer ça? Parce que l'objectif, c'est toujours que l'argent public profite le plus possible à la collectivité, donc à l'ensemble des citoyens.
et que ça permette de créer une activité durable sur le territoire. Je pense que l'économiste dont tu parlais, c'est Mariana Mazzucato. Exactement, c'est ça. C'est Mazzucato, mais j'avais un doute sur le nom. Je me disais, est-ce qu'il y a un R ou pas entre le A et le Z? Donc oui, non, effectivement, sa théorie est très intéressante. Justement, si on prend cette théorie étant entrepreneur, tu parlais des secteurs d'avenir, tu parlais du rôle de l'État, d'interdire ou d'autoriser, etc. Mon avis personnel est que parfois l'État est un peu schizophrène aussi. Parce que par exemple, si on prend le gros sujet des voitures électriques, on sait tous, enfin maintenant j'espère que tout le monde a conscience de comment sont fabriquées les batteries, etc., de quoi on a besoin pour le mettre dedans. Et on sait très bien que aujourd'hui, en 2021, si on passe au tout électrique, on va être dépendant très très fortement de la Chine. Parce que, entre autres, l'État français, plus particulièrement l'État français, parce qu'en Europe, il y a d'autres pays qui sont des choses différentes, mais l'État français, culturellement, se refuse à... Alors j'ai vu que ça a changé récemment, mais se refuse à ouvrir des mines en France. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, le secteur minier. Du coup, il finance, comme tu disais tout à l'heure, il va mettre des financements sur des primes à la casse, sur des primes pour encourager les gens à acheter des voitures électriques, mais acheter des voitures électriques dans laquelle la part de valeur ajoutée produite en France va se réduire à peau de chagrin. C'est ça. En fait, c'est des activités d'assemblage. C'est comme les batteries. Au final, quand tu regardes la chaîne de valeur de batterie et là où on en maîtrise technologique, parce que, en fait, il y a deux sujets. Il y a un, quelles activités on a sur le territoire, et deux, quelles technologies on maîtrise. Quand on regarde le véhicule électrique, les batteries électriques, on maîtrise pas beaucoup de technologies. Enfin, après, ça dépend si on est sur le véhicule individuel ou sur des mobilités plus lourdes. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que ça appelle aussi à raisonner sur les chaînes de valeur. Et c'est ce qu'a fait la Chine. Et la Chine, à plein d'égards, c'est pas un exemple, hein, si on raisonne en termes de démocratie et autres. Ou de propriété intellectuelle. De propriété intellectuelle, de capacité d'expression, de rapport au travail. Enfin, il y a plein de choses. Mais la Chine, elle a eu un truc avant 2015, mais un des trucs les plus frappants, ça a été la stratégie Made in China 2025 qui a été pensée en 2015, même s'ils en parlent moins, mais ça reste quelque chose de quand même assez prégnant dans les stratégies quinquennales chinoises. C'est de dire, voilà, on en est où, les secteurs où on veut aller, et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces secteurs. Et par exemple, dès 2015, ils parlent des semi-conducteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans les semi-conducteurs, nous, on a des entreprises européennes qui maîtrisent des points clés de la chaîne de valeur dans le semi-conducteur, que ce soit ARM, que ce soit le britannique, Soitec. Il y a aussi il y en a en Allemagne, un peu dans plusieurs pays européens, on maîtrise des points clés de la chaîne de valeur de semi-conducteurs. Et puis après, on a une entreprise qui sait faire des semi-conducteurs, certes pas en nanotechnologie, mais qui est ST Microelectronics. Donc, on sait faire des choses sur le territoire européen. Mais la Chine, elle est pas en maîtrise, elle est pas leader dans un des segments de la chaîne de valeur du semi-conducteur. Donc, elle a opéré des rachats en Europe et ailleurs pour essayer de redevenir maîtriser totalement la chaîne de valeur du semi-conducteur et donc devenir indépendante. Et elle a fait la même chose dans le véhicule électrique, en plus avec le raisonnement de quel est le problème, comment j'y réponds, notamment sur les sujets de pollution. Elle a mis en place les nouvelles routes de la soie qui lui permettent de contrôler quand même des points clés, enfin presque toutes les matières premières critiques. Aujourd'hui, quand on regarde la liste des matières premières critiques selon l'Union européenne, on se rend compte qu'en fait une majorité, l'extraction et le raffinage sont assurés par des entreprises chinoises. Donc ça montre bien notre dépendance. Et nous, l'Europe commence à avoir une réflexion là-dessus, sauf que la politique industrielle, c'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est une compétence d'appui, je pense, dessus. Et donc, c'est les États membres qui font chacun leur politique. Et on n'a pas ces réflexions en termes de chaîne de valeur. Alors, je sais que la question, par exemple, des mines, ça fait hurler quand on dit est-ce qu'on ne devrait pas rouvrir des mines en Europe. Enfin, en même temps, il faut aussi avoir conscience que... En France, parce qu'en Europe, j'insiste, en Europe, il y a beaucoup de mines. Enfin, beaucoup. Il y en a moins qu'avant, mais il en reste beaucoup. Il y a des pays qui ont encore une stratégie minière, là. La France, si tu prends une cartographie des projets miniers en Europe, c'est assez désolant, quoi. Il y a des projets partout, sauf en France. C'est terrible. Et puis, il y a le sujet de se dire aussi que, ça, en fait, il faut rouvrir le débat, parce qu'il y a aussi des questions environnementales et sociales. Mais après, est-ce qu'on préfère avoir la pollution chez les autres et mal maîtrisée plutôt que de l'avoir chez nous, mais maîtrisée avec des normes strictes? Moi, c'est toujours la question que je pose. Voilà. Et puis après, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut faire en France, il y a aussi des réflexions à avoir et qu'on n'a pas eues. Enfin, maintenant, c'est peut-être même trop tard pour les avoir, mais il y a des pays, notamment en Afrique, qui reposent sur des gisements de matières premières critiques. On les a laissés, finalement, ce sont la Chine, les entreprises chinoises aujourd'hui qui sont les principales opératrices dans ce pays. Est-ce qu'il n'y avait pas des stratégies de co-développement à avoir avec eux pour penser vraiment le développement économique de ces pays, permettre l'émergence d'entreprises nationales solides, leur donner une capacité d'exportation et les soutenir financièrement. Et quand ils ont eu, en fait, à un moment besoin d'argent, la Chine arrivait avec des taux extrêmement bas, ça a été un piège. Voilà. Mais tout ça, c'est une histoire aussi de manque de vision et de raté de tournant technologique. Et après, il y a une deuxième chose, c'est les tournants qu'on prend, parce que c'est dans des jeux qui sont aussi à l'échelle européenne, qui sont pas forcément des tournants qui sont adaptés à notre tissu productif national.
Est-ce que au regard de la chaîne de valeur d'un véhicule électrique, alors il est vrai que quand le véhicule électrique roule, il est moins émetteur. Sur l'ensemble de sa chaîne de vie, le bilan est quand même moins positif, et surtout avec toutes les questions qu'on se pose sur comment on recycle les batteries, même si on a des entreprises qui commencent à proposer des solutions et que du coup, bon, il n'y a pas de problème vraiment insoluble. On peut se demander s'il n'y avait pas d'autres alternatives. Quand je parle c'était au moment du ministère du redressement productif. Arnaud Montebourg, il avait proposé 34 plans industriels, ce qui est beaucoup, mais il y avait par exemple le véhicule qui consomme 1,1 litre au 100. Il y avait des réflexions sur d'autres carburants. C'est peut-être des choses qu'on aurait pu pousser, sur lesquelles on était, en maîtrise technologique sur le véhicule thermique, on se remettait pas à une dépendance supplémentaire sur des matières premières critiques sur lesquelles aujourd'hui on a très peu de maîtrise et très peu d'entreprises. Enfin, on a des entreprises qui opèrent, mais par rapport à ce que font les entreprises chinoises ou même les Canadiens sont plus puissants que nous. Oui, pour avoir vécu au Canada quelques années, et donc c'est là-bas, je connais assez bien le secteur minier là-bas, c'est pas la même chose. Ouais, c'est une approche différente. Du coup, si je devais résumer notre discussion, Anaïs, qu'on touche au terme de notre échange, ce serait que pour toi, il faut, au-delà des discours, ça fait partie du jeu politique, qui disent cocorico, on réindustrialise et des sites qui reviennent. Il faut quand même être réaliste, se dire que c'est pas gagné, qu'il faut vraiment retrousser les manches, avoir une vraie vision claire et une stratégie, et se dire que ça va prendre du temps, et surtout pas se tromper dans les solutions qu'on va apporter. Ça va prendre du temps. En fait, Chance et Industrie, moi je la vois toujours comme un pilier d'un projet de société, donc c'est quand même se poser la question de où on veut aller collectivement et quelle industrie on développe pour y répondre. 2, c'est retravailler sur la création d'écosystèmes, parce qu'en fait, quand on regarde le tissu productif italien, c'est beaucoup de districts, ce qu'on appelle les districts industriels. C'est une maille de PME, un réseau extrêmement dense, des positionnements sur des marchés de niche. C'est aussi une réponse collective. C'est la solidarité nationale. Après, il y a sûrement des réformes structurelles à faire, peut-être des réflexions sur le schéma fiscalité, aide publique, parce qu'à mon avis, il faut traiter les deux en même temps et pas l'un sans l'autre, et que la réindustrialisation, j'insiste toujours sur l'aspect collectif, c'est un côté peut-être un peu naïf. La réindustrialisation, c'est pas que les pouvoirs publics, c'est pas que les industriels, c'est pas que les citoyens, c'est tout le monde qui se met en mouvement en fait. Derrière peut-être pas l'industrie, derrière peut-être un projet de société, mais que on peine à voir émerger aujourd'hui quand on écoute les candidats à la présidentielle. On a flopé de mesures techniques, tout le monde se met à parler d'industrie ou de sécurité, mais bon, à un moment, il faut aussi se poser la question de OK, on est un pays, on est une nation, comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on développe une industrie qui répond à nos ambitions et qui nous permet d'être indépendants et de relever le pari du réchauffement climatique, de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est pas un pari de réchauffement climatique. Oui. Écoute, Anaïs, ça me fait un très plaisir d'échanger avec toi. J'apprécie beaucoup, comme je te l'ai déjà dit en préparant notre entretien, j'apprécie beaucoup ton diagnostic et ta vision, et j'espère que de plus en plus de personnes se rallieront à tes opinions, car je pense que ça permettra de faire avancer l'état de l'industrie en France. Donc merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi pour l'invitation. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!